Eh bien, bonjour à tous, bienvenue donc sur cet espace de conférence. C'est la troisième conférence de la journée. Ce matin, nous avons évoqué les marchés internationaux, puis les difficultés liées à le risque de pénurie d'eau, ou en tout cas les questionnements autour de la gestion de l'eau. Et nous entamons cette troisième conférence sur un élément essentiel des cultures, la nourriture de nos plantes, la fertilisation de nos plantes, un élément essentiel qui connaît quelques vicissitudes, quelques aléas. On a connu la directive nitrate qui nous a conduit à mieux gérer l'azote. Aujourd'hui, on parle de gaz à effet de serre, on parle de captation du carbone, de choses essentielles. J'ai autour de la table plusieurs personnes pour évoquer ce sujet avec moi. Alors, tout d'abord, Cédric Boud, vous êtes agronome grande culture chez Yara. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Hélène Lagrange, ingénieure du pôle agronomie chez Arvalis, en charge notamment de l'utilisation de la matière organique, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Bienvenue. Et Grégory Véricel, ingénieur au pôle agronomie d'Arvalis également, en charge de la recherche et développement en matière de fertilisation. Tout à fait. Bonjour voilà. À tous. Bonjour et bienvenue. Alors pour démarrer, on peut parler peut-être un petit peu du contexte international. On a vécu quelques années où on a transpiré un petit peu au niveau des engrais. Quelques craintes peut-être pas si fondées que ça autour d'un risque de pénurie. Sont venus se greffer à cela les tensions sur l'énergie, la guerre russo-ukrainienne. Où est-ce qu'on en est sur ce marché des engrais, Grégory Véricel? Je me retourne vers vous. Oui, tout à fait. On a connu une forte hausse des prix à partir de l'été 2021 qui s'est exacerbée ensuite avec la crise géopolitique en Ukraine. Donc premier constat, une grosse flambée des prix et puis des incertitudes à la fois quand acheter mon engrais en espérant que les prix baissent et finalement des contraintes sur les logistiques d'approvisionnement puisque tout le monde a attendu et ensuite tout le monde a voulu l'acheter un peu en même temps. Donc voilà, c'est une des grosses contraintes. Et puis comme vous l'avez dit, à cela s'ajoutent des incertitudes sur l'énergie pour produire les engrais, pour les transporter, d'où un contexte assez chaotique. Je me tourne vers vous, Cédric Boud. Chez Yara, vous êtes en plein dedans dans ce contexte international des engrais. Comment ça se passe pour vous ? Aujourd'hui, vous l'avez compris, quand on a un marché d'énergie qui évolue aussi fortement à la hausse puis à la baisse, bien sûr, on a une évolution des marchés. J'allais dire, par rapport à ça, il faut aussi se projeter par rapport à l'avenir sur ces marchés-là, hein, où on connaît une volatilité extrême sur ces matières premières. Et aujourd'hui, nous, on essaie de travailler cette démarche par rapport à ces phénomènes de marché sur l'énergie pour essayer de travailler sur ce qu'on appellera la diminution et la décarbonation de nos engrais, qui sont pour nous quelque chose qui est, on va dire, une démarche déjà engagée depuis très longtemps chez Yara, mais qui aujourd'hui rejoint ce sujet de gestion de matières premières énergétiques, car il nous amène, on va dire, vers des procédés qui peuvent, on va dire, s'absoudre d'utiliser des énergies fossiles, qui connaissent aujourd'hui des volatilités extrêmes, et Yara s'engage aujourd'hui dans des démarches pour décarboner les filières de production d'engrais azotés, qui dépendront non plus de ressources, on va dire, fossiles, et utiliseront plutôt des énergies renouvelables. On s'engage à débuter ce genre de démarche pour justement travailler sur cet enjeu de pérennité de production. Et aussi, derrière cette pérennité de production, on cherche la souveraineté alimentaire aussi et la garantie d'une souveraineté alimentaire par une production d'engrais, on va dire, durable et aussi donc moins sensible à ces problèmes de volatilité, on va dire, liés aux énergies fossiles aujourd'hui qui sont extrêmes.
Alors ces efforts qui sont j'allais dire consentis, mais qui sont consacrés à la réduction, à la décarbonation de la production chez les industriels, aujourd'hui on en est à quel niveau d'effort? C'est-à-dire la décarbonation, elle pèse combien aujourd'hui et elle peut peser combien demain? Alors, en effet, c'est vrai que comme on vient de le dire, la décarbonation, elle a commencé depuis très longtemps. Il est clair que dès qu'on va fabriquer une molécule telle que l'ammoniac, on va générer beaucoup d'énergie et potentiellement émettre des gaz vers l'atmosphère et des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, aujourd'hui, on sait que si on prend un point de départ à 2004, on a pu réduire, on va dire, les émissions de gaz à effet de serre de près de 55% au moment où on se parle. L'avenir, vous l'avez compris, c'est d'aller vers des engrais que l'on appelle verts, du fait de la couleur et de l'utilisation de ressources renouvelables. Et donc, en fait, à partir de ces filières-là, on pourrait aller chercher encore près de 30% encore d'amélioration de pratique grâce à ces nouvelles technologies. Des nouvelles technologies qui nécessitent des nouvelles installations industrielles et qui vont arriver progressivement au fur et à mesure du développement de ces nouvelles technologies. Yara s'engage aujourd'hui à décarboner près de 30% de sa production, donc d'ici à 2030. Très bien. Et ces efforts industriels, j'imagine que, bien sûr, ils vont bénéficier à l'ensemble de la filière, mais il y a aussi un enjeu au champ quand même de ces gaz à effet de serre. Alors c'est évident, hein. J'allais dire, un engrais sert à contribuer à l'alimentation des plantes, des cultures, et un engrais, j'allais dire, n'est qu'une brique de l'approche nutritionnelle pour une culture. Une culture va dépendre de son terroir, de son territoire, de son climat, et dans son sol, on va dire, on va retrouver des paramètres liés à la matière organique, le pH, qui sont des paramètres fondamentaux à optimiser. Bien sûr, les nutriments ne viennent que pour pallier à des manques de fourniture d'éléments dont la plante a besoin. Et bien sûr, ces combinaisons-là vont être nécessaires à améliorer, j'allais dire, à l'avenir pour continuer à gagner en efficacité. Il est clair que le champ aujourd'hui représente une source d'émissions de gaz à effet de serre, certes, mais on sait qu'on a potentiellement encore 20% encore d'efficacité en termes d'émissions, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre grâce à l'utilisation du bon engrais, j'allais dire ce qu'on appelle nous le mieux engrais, c'est-à-dire le bon engrais au bon endroit, avec des outils de pilotage, de modulation, un accompagnement et le choix pertinent de la forme la plus efficace en termes économiques, en termes qualitatifs et en termes environnementaux. Alors, Grégory Vérissel, je me tourne vers vous. C'est pas quelque chose de nouveau, ça non plus. Les agriculteurs travaillent depuis très longtemps à apporter la juste dose, la bonne dose, la rendre la plus efficiente possible. D'abord parce que ça coûte de l'argent. Quel regard vous portez là-dessus, chez Arvalis? La première chose, c'est comme l'a dit... Comme ça a été dit, c'est déjà améliorer l'utilisation, l'efficience, j'allais dire simplement en essayant d'apporter au bon moment. Aujourd'hui, maintenant, on a des outils plus efficaces aussi pour adapter le pilotage au contexte de l'année, par exemple. Il y a des nouvelles formes, des nouvelles technologies sur les engrais qui peuvent améliorer leur efficience. Un certain nombre d'engrais avec des additifs qui vont limiter soit les pertes par volatilisation, soit la nitrification et les émissions de protoxyde d'azote. Il y a des engrais avec des enrobages. Donc, finalement, on a tout un panel de leviers, à la fois technologiques sur les engrais qu'on utilise, sur les outils d'aide à la décision pour apporter ces produits. En plus, j'allais dire, du bon sens, des bonnes pratiques qu'on connaît depuis très longtemps. Et puis on a aussi, je pense, une meilleure connaissance de ces leviers. On arrive peut-être à quantifier un petit peu plus leur effet qu'il y a quelques années et savoir dans quelle mesure tel ou tel levier ou combinaison de leviers peut nous permettre à la fois de limiter les pertes vers les différents compartiments de l'environnement, et finalement, in fine, les pertes économiques pour l'agriculteur.
Concrètement, l'apport de l'épandage, le réglage de l'épandeur, la précision de la localisation de l'apport. Les nouveautés en la matière, c'est quoi ? Il y a effectivement les aspects machinisme, alors qu'ils sont moins travaillés chez Arvalis. Par exemple, il y a tout ce du guidage GPS qui peut aider à éviter les recoupements de bandes. Donc maintenant, de plus en plus d'agriculteurs, d'épandeurs vont être équipés. Assez courant, oui. Et voilà, c'est sur ces aspects qu'on peut améliorer en précision. Et dans les autres outils d'aide à la décision, avant d'en venir peut-être concrètement à l'engrais lui-même. Là, on travaille plutôt sur le pilotage, notamment du dernier apport, et on va de plus en plus vers un pilotage intégral des apports. Donc là, on va utiliser différents indicateurs. Alors ça peut être de l'image, le signal d'image satellite qui est traduit en indicateur biophysique qui nous donne un renseignement sur l'état de nutrition de la plante. Il y a d'autres types d'indicateurs, mais finalement qui reviennent un peu au même, pour se dire, dans le contexte de cette année, sur ce type de sol, ma plante est bien nourrie ou pas suffisamment nourrie. Ça, c'est un diagnostic maintenant on est capable de moduler au niveau de la parcelle. C'est-à-dire qu'il y a des zones plus ou bien nourries. Et donc on arrive à faire du pilotage du dernier rapport, c'est-à-dire dire est-ce qu'il faut ajouter ou pas de l'azote de manière très fine, voilà, en modulant la dose suivant les zones de la parcelle. Et puis on va vers des approches intégrales où là c'est l'ensemble des apports qui peuvent être pilotés un petit peu de cette manière. Et alors, on évoquait donc, je reviens sur les engrais et sur les risques d'émissions de gaz à effet de serre. Vous évoquiez des retardateurs qui limitent la volatilité. Est-ce qu'on parle là de gadgets, pardon d'employer ce terme-là, ou est-ce qu'il y a une vraie efficacité, et si oui, laquelle ? Alors nous, on a évalué quelques produits au champ, donc notamment des inhibiteurs d'uréase qui limitent la volatilisation. Alors attention, c'est très indirect sur les gaz à effet de serre. Là, c'est la volatilisation de l'ammoniac, qui lui n'est pas un gaz à effet de serre, mais un précurseur de particules fines. Donc il y a un enjeu de santé publique important, plus un enjeu économique important pour l'agriculteur. Et cet ammoniac peut se redéposer dans des milieux naturels et ensuite éventuellement émettre des gaz à effet de serre. Mais c'est quelque chose d'assez mineur. Donc ça, on a soit des inhibiteurs d'uréase, soit des engrais protégés qui vont finalement retarder l'accumulation d'ammoniac dans le sol et éviter des pics de volatilisation. Ça, c'est avéré, on a des résultats plutôt intéressants. Ensuite, il y a d'autres types de technologies, notamment des inhibiteurs de nitrification, qui eux ralentissent la transformation de l'ammonium en urée. Et donc c'est aussi en nitrate, et c'est une accumulation de nitrate dans le sol qui est susceptible, on va dire, d'émettre du protoxyde d'azote, donc des gaz à effet de serre. Donc là, on joue aussi sur, on va, contrôler un peu des flux de forme d'azote dans le sol qui vont réduire certaines pertes et certains gaz à effet de serre. D'accord, c'est une forme de libération différée finalement et progressive dans le sol, c'est ça ? Exactement. Ouais. Donc ça évite évidemment les lessivages aussi, j'imagine ? Oui, alors l'enjeu est moindre par rapport aux périodes d'apport, parce que finalement l'engrais est en surface, assez peu sensible au lessivage, sauf sur des sols très filtrants et des années très, très humides. Mais par contre, il y a un enjeu très fort sur les gaz à effet de serre, effectivement. Alors on parle beaucoup des engrais de synthèse, bien sûr, quand on parle décarbonation et effet de serre. Est-ce que, et là je me tourne vers vous, Hélène Lagrange, est-ce que ça ne serait pas le moment du retour en grâce des engrais organiques ? Je caricature évidemment, ils n'ont pas disparu de la circulation. Qu'en est-il de ces engrais organiques ? Est-ce qu'ils ont une nouvelle place à prendre ? Alors c'est vrai que
on parle retour en grâce, mais c'est vrai que cette année, on a eu beaucoup de questions sur les produits organiques, leur efficacité, comment les appliquer, etc. Donc c'est un sujet qui est revenu un peu sur le devant de la scène avec le contexte autour des prix des engrais. Et c'est un vrai levier de décarbonation. On a parlé du poste des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça reste un engrais qui apporte de l'azote, qui peut conduire à des émissions. Mais il faut comptabiliser au regard des engrais minéraux et comparer les deux entre eux. Mais l'autre côté, c'est le stockage de carbone dans le sol. Donc l'objectif de la décarbonation, c'est en 2050, c'est un objectif très clair, c'est d'être neutre en carbone. Et être neutre en carbone, c'est réduire ses émissions. Et ce qu'on n'arrive pas à réduire, le compenser par du stockage de carbone dans le sol. Et là, les produits organiques peuvent être un levier, parce qu'ils contribuent à apporter, donc via cette matière organique, du carbone dans le sol. Donc c'est vraiment un levier intéressant à regarder dans ce contexte-là. Alors, certes, tout ceci suppose d'avoir un gisement d'engrais organiques suffisant. Oui. Alors aujourd'hui, les engrais organiques majoritairement utilisés, ça va être tout ce qui vient des effluents d'élevage. Alors tout ce qui vient des effluents d'élevage, on peut considérer aujourd'hui que c'est déjà utilisé au champ. Alors transformé ou pas, on peut jouer éventuellement sur les transformations pour changer le type de produit organique et les effets fertilisants. Mais on n'a pas beaucoup de pistes d'évolution sur cette quantité qui vient des effluents d'élevage. On est même sur des trajectoires à la diminution. L'autre piste, c'est le recyclage. Donc le recyclage de tout ce qui va être déchets, des ordures ménagères, les bouts de stations d'épuration, de boucler les cycles au maximum pour réutiliser tous ces nutriments qui aujourd'hui ne sont pas utilisés. Des nutriments, mais ça pose aussi, ces nouveaux gisements aussi, j'imagine, des questions autour de la qualité. Les bouts d'épuration, c'est pas nouveau et on sait que certains agriculteurs sont réticents à les utiliser. Comment on s'assure de maintenir un sol non pollué, des plantes non contaminées? C'est vraiment les questions importantes à traiter. On est, je vais dire, un peu au début de cette thématique. Donc, quand on parle du recyclage autour des bouts de stations d'épuration, on peut évoquer les questions des urinaux-fertilisants. Donc, la récupération des urines séparées des bouts pour pouvoir récupérer l'azote. C'est des quantités d'azote importantes qui ont une efficacité au champ autour de 70% de l'azote apporté et efficace pour les cultures. Mais derrière, il y a les questions d'antibiorésistance, de risque de contamination avec des médicaments, etc. Donc c'est des questions importantes à traiter. Et cette filière aujourd'hui, elle est vraiment plutôt en cours d'étude. Elle n'est pas encore complètement en place. Et il y a des travaux de recherche sur ces questions-là. On n'a pas encore beaucoup de recul sur ces sujets-là, mais ils sont importants à traiter pour voir si c'est une piste prometteuse pour l'avenir. Grégory Véricel, je me tourne vers vous. On parle de recherche. Ces nouveaux gisements, ils sont à l'étude chez vous en R&D? Alors, pour le moment, de manière assez limitée, comme disait Hélène sur la partie urinofertilisant, voilà, c'est des travaux encore amont. Il y a souvent des process de traitement de ces urines pour limiter finalement le volume, parce qu'en fait on a beaucoup d'eau, voire pour les stabiliser par rapport à des risques de perte par volatilisation, puisque finalement l'enjeu volatilisation pour les engrais minéraux est bien présent sur les urinaux-fertilisants. Et c'est vrai que pour le moment, les travaux sont encore assez amont au niveau R&D. Alors d'autres, on va dire, engrais sources d'engrais nouvelles, organiques, ont été étudiées. C'est par exemple les phrases d'insectes. Donc les phrases, en fait, c'est des déjections issues d'élevage industriel d'insectes, donc utilisées notamment pour faire de la farine de verre, pour de l'alimentation animale, notamment les poissons, mais sans doute autres aussi. Et finalement, il reste un coproduit qui est à la fois le support de culture. En général, c'est du son de blé ou en tout cas des coproduits de l'industrie céréalière, mélangés avec les déjections.
Et donc, il existe quelques entreprises en France qui se sont lancées dans la production et la commercialisation, d'une part de ces farines d'insectes, et puis d'autre part du coproduit, donc les FRAS. Et on a commencé à faire quelques tests au champ. Alors après, ça reste relativement anecdotique en termes de surface, même si c'est déjà des gros niveaux de production à l'échelle de la SAU française. Ça ne va pas révolutionner le gisement de matières fertilisantes, mais c'est peut-être localement une nouvelle piste. Globalement, on voit des résultats tout à fait intéressants en termes, qui peuvent être comparables à des fientes de volaille, à d'autres produits organiques qui ont déjà été utilisés. Il y a aussi un nouveau paramètre, c'est la méthanisation qui va capter une part de ce gisement-là. Hélène Lagrange, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça? Et est-ce que ça le capte complètement, ou est-ce qu'avec cette restitution du digestat, on va arriver à équilibrer et à maintenir l'intérêt de ce gisement-là en fait? Alors oui, on étudie justement la méthanisation, donc la méthanisation qui permet de produire des gaz renouvelables, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais du biogaz, voilà, je cherchais le mot, merci. Et le coproduit, c'est les digestats. Donc les digestats, c'est un produit organique qui contient encore de la matière organique et du carbone. Donc une partie du carbone qui est rentrée, parce que l'autre partie est partie sous forme de gaz, et qui contient 100% des nutriments qui sont rentrés dans le méthaniseur au départ. Donc avec une valeur fertilisante encore très intéressante. Oui, il y a une valeur fertilisante intéressante en azote, en phosphore, en potassium, en oligo-éléments. C'est vraiment à prendre comme un produit organique avec tous les éléments nutritifs présents dans le digestat. Mais par contre, qui du coup va capter une partie du carbone qu'on aurait pu stocker pour le dégazer, c'est le cas de le dire, pour le transformer en énergie. En fait, ce qui se passe dans le méthaniseur, un méthaniseur, c'est un peu l'estomac d'une vache en grand. C'est la digestion des matières organiques qui sont faciles à digérer. Et les matières organiques, on appelle ça des matières organiques plus stables, elles vont être difficiles à digérer, qu'on soit chez la vache ou chez le méthaniseur. Et c'est les matières organiques qui restent dans le digestat et qui sont apportées ensuite au sol. Et le sol, lui, a une capacité de digestion d'une partie de cette partie de matière organique restituée au sol, grâce aux micro-organismes qui sont présents. Et donc, on continue à apporter de la matière organique et on continue aussi à apporter, donc je vous ai parlé de la matière organique qui va être redigérée par les micro-organismes, mais il y a aussi une partie de la matière organique qui est plus stable et qui, elle, restera dans le sol et contribuera à l'augmentation ou la stabilisation des teneurs en matière organique du sol. Une captation du carbone si on reboucle avec la décarbonation. C'est ça. Depuis quelques années, le développement des cultures intermédiaires, des engrais verts. Est-ce que cet apport-là est une vraie piste d'avenir pour la nourriture des plantes et comment l'utiliser à son optimum? Alors, je vais commencer, après mes collègues prendront la suite. C'est là aussi un levier de la décarbonation parce qu'on va avoir des couverts intermédiaires. Alors, plusieurs types de couverts intermédiaires qui peuvent exister, mais peu importe, ils vont consommer de l'azote du sol qui va être présent dans ces résidus de culture qui seront restitués au sol. Et ça peut alimenter une partie des besoins en azote. Enfin, leur dégradation peut répondre aux besoins en azote des plantes, alors une partie. Et ça va jouer aussi sur l'apport de matière organique au sol. Donc c'est aussi un levier intéressant. Alors il faut essayer du coup d'implanter les couverts intermédiaires. Derrière, il y a les contraintes souvent climatiques pour tout ce qui est la levée des couverts. Et puis après, c'est vrai que pour avoir plus de matière organique au sol, on cherche à avoir plus de biomasse. Donc plus de captation d'azote restituée aux cultures derrière. Donc il y a l'intérêt aussi d'avoir des couverts intermédiaires qui sont productifs
pour apporter cet azote qui peut se dégrader et cette matière organique. Grégory Véricel, je me tourne vers vous. Est-ce que chez Arvalis, vous explorez des nouveaux couverts, des nouveaux mélanges en couverts? Quelles sont les pistes qui sont suivies en la matière? Alors les travaux les plus récents, ils vont porter plutôt sur les cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique, justement pour aussi alimenter les méthaniseurs. On a des travaux plus anciens où depuis pas mal d'années, on a étudié les couverts végétaux, finalement pour les faire passer d'une contrainte réglementaire, le piège à nitrate, j'allais dire, où souvent on avait de la moutarde, du radis ou de l'avoine, une seule espèce, et qu'on allait chercher à réduire les coûts économiques et à mettre en place juste la durée réglementaire. Je pense qu'on a acquis pas mal de références pour aller vraiment vers des outils agronomiques, comme l'a dit Hélène, qui vont permettre de produire davantage de biomasse, capter davantage de carbone. Et puis bien sûr, on peut parler des légumineuses, dont des couverts qui vont non seulement piéger l'azote présent dans le sol, mais aussi fixer de l'azote atmosphérique pour l'incorporer dans le système. Donc ça a été une première étape avec les cultures intermédiaires classiques, où maintenant on a quand même un certain nombre de références pour aiguiller les agriculteurs dans le choix de tel ou tel couvert adapté au contexte agronomique. Et puis on est en train de faire la même chose sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique, pour là essayer de maximiser cette production de biomasse. Donc il y a un bénéfice double pour alimenter le méthaniseur, mais finalement on récolte qu'une partie de cette biomasse, donc toute la partie racines, chaume qui reste en place va entretenir le stock de carbone, le stock de matière organique du sol, et aussi libérer des nutriments au niveau de sa minéralisation. Vous avez beaucoup parlé azote depuis le début de la table ronde, et il y avait un participant qui finalement s'interrogeait sur les autres engrais, en gros les autres minéraux que l'azote, et notamment le poids carbone qu'ils avaient. En clair, dans quelle mesure c'est justifié de s'attaquer que à l'azote ou pas? C'est vrai que là, le sujet s'était concentré sur les gaz à effet de serre, donc c'est vrai qu'on revient très rapidement vers la partie azote, parce qu'elle représente une grande partie de ces flux-là. Bien sûr, sur les autres éléments P et K, on va retrouver aussi des évolutions qui ont été faites sur les procédés de fabrication, d'extraction, les efficacités énergétiques, les améliorations aussi des référentiels. Là, on est aussi sur une autre gestion. En fait, ce qui est intéressant à voir dans la gestion des éléments et la fertilisation et leur évolution, c'est que les pratiques sont de plus en plus une combinaison de leviers. Ça a été dit tout à l'heure, mais au plus, et d'ailleurs l'exposé sur la partie organique nous le montre bien, c'est qu'on n'a pas une seule solution qui apparaît. Et aujourd'hui, c'est un petit peu quelque chose qui se ressent sur l'ensemble des éléments fertilisants. C'est vrai qu'on a tendance à regarder l'azote en premier, mais il est clair que derrière l'efficacité de la fertilisation, ça passe par un ensemble de combinaisons d'éléments, de solutions. On parlera peut-être d'autres solutions après aussi, mais qui vont faire évoluer, on va dire, les pratiques. Et il est clair que sur ce sujet, et merci d'avoir posé la question à la personne qui a posé la question, l'ensemble des éléments ont fait des bonds en avant. Il est clair que selon les pratiques et les éléments, on a eu des évolutions aussi sur l'utilisation de ces intrants. Pour ça qu'on cherche parfois, à tort je pense, à faire des oppositions entre les systèmes, mais la plante ne consomme pas que de l'azote. Elle va consommer un ensemble d'éléments nutritifs, et il va y avoir, comme vous l'avez dit à l'instant, plusieurs procédés pour aller chercher ces éléments dans le sol. Donc on va avoir des enjeux globaux qui sont déjà en place sur l'optimisation des façons de travailler dans les usines énergétiques, les façons et les techniques agronomiques qui ont évolué aussi sur les autres éléments, en effet. Et à l'avenir, on voit bien qu'on va de plus en plus aller vers des solutions diverses. Parce qu'en fait, on ne travaille plus sur une réponse à une question, on pose, on va dire, une problématique à un ensemble de problématiques. On n'est plus aujourd'hui à dire je veux simplement du rendement, je veux du rendement avec de la qualité, avec un impact environnemental le plus limité possible. Et là, aujourd'hui, du coup, on va aller chercher l'ensemble de ces solutions-là.
Hélène Lagrange, sur la partie organique, on a évoqué les différents gisements. On sait qu'ils sont potentiellement apporteurs aussi de cette fumure de fond, de phosphore et de potasse. Qu'est-ce que vous pouvez apporter en réponse à notre public ? Les produits organiques sont aussi un levier pour le phosphore, le potassium. Et il y a aussi des enjeux de recyclage autour du phosphore, par exemple, qui est très largement... Enfin, les phosphores minéraux viennent largement de ressources non renouvelables. Et là, on sait qu'il y a un enjeu de trouver du phosphore dans les produits organiques. On peut évoquer la question, par exemple, des struvites. Les struvites, c'est un produit issu du recyclage. C'est une sorte de précipité, donc une précipitation du phosphore. Donc on récupère le phosphore sous forme de précipité et il peut être répandu au champ ensuite. Alors on retrouvera les mêmes questions de est-ce qu'il y a des risques de contamination ou pas en fonction des sources premières. Donc un peu le même contexte qu'autour de l'azote. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la méthode utilisée pour récupérer ou c'est compliqué, c'est trop technique? C'est assez technique et je connais pas assez bien le détail du sujet. D'accord, mais ça se récupère en fait à partir des déchets organiques de quel type? Ça se fait par exemple au niveau des stations d'épuration. D'accord. Au niveau des eaux, des stations d'épuration, où on utilise un additif pour constituer ce précipité et récupérer le phosphore. D'accord, donc dans les eaux usées. Hein. Ouais. Okay. Ça peut se faire aussi, il me semble, sur les digestats et les lisiers, mais ça a peut-être moins d'enjeux, on va dire, que sur les bouts de stations d'épuration, où là, pour le moment, j'allais dire, c'est des nutriments qui sont perdus aujourd'hui. Et peut-être juste pour compléter sur la question qui a été posée, pourquoi on a tout de suite bifurqué vers l'azote quand on parlait des gaz à effet de serre, c'est que certes, pour l'un ou pour l'autre, il y a des émissions à la fabrication, mais une fois qu'on est au champ, c'est vraiment principalement l'azote qui fait des émissions de gaz à effet de serre, et principalement sous forme de N2O, qui est un gaz à effet de serre important. En quantité molécules d'azote, c'est faible, mais en pouvoir gaz à effet de serre, c'est très important. Tout ce stock de minéraux et de nutriments qu'on a dans le sol, n'y a-t-il pas moyen, et je me tourne vers vous Grégory Véricel, de mieux l'utiliser, que les plantes soient plus à même à l'utiliser? On avait évoqué pas mal de leviers par rapport aux différentes sources, éventuellement aux pratiques de fertilisation. Et c'est vrai que de plus en plus, on entend parler de biostimulation. Donc, on entend de plus en plus parler, et en même temps, c'est pas complètement nouveau. Ça fait une trentaine d'années que les premiers produits sont arrivés sur le marché. Mais là, c'est j'allais dire une espèce de jungle, parce qu'on a énormément de produits avec des effets revendiqués très différents. C'est-à-dire qu'on est sur des produits qui vont revendiquer une action sur l'amélioration soit de l'efficience d'utilisation des nutriments par les plantes, soit d'efficacité, de biodisponibilité de ces éléments qui sont présents dans le sol pour être utilisés par les plantes, ou encore on va être plutôt sur des produits qui vont, on va dire, améliorer la tolérance de la plante à des stress abiotiques. Donc stress abiotique qui peut être nutritionnel ou climatique. Donc déjà on a tout un panel on va dire de situations, d'objectifs différents parmi les biostimulants. Alors si on écarte un petit peu le sujet risque climatique, qu'on se focalise sur la nutrition, là aussi on peut voir différents types de produits. Des produits qui vont... Alors on parle de biostimulants, peut-être de manière plus large, on pourrait parler de biofertilisants, des produits qui vont apporter directement, ou en tout cas qui le revendiquent, qui vont fournir directement des éléments nutritifs à la plante. Là je pense notamment à des bactéries fixatrices d'azote qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, qui finalement donnent accès aux cultures à une nouvelle source d'azote auquel elles n'avaient pas accès. Donc là on est vraiment sur, j'allais dire, un apport d'éléments nutritifs directs. Ensuite on a
un certain nombre de produits qui vont plutôt jouer sur l'accessibilité de ces éléments nutritifs déjà présents dans le sol. Alors ça peut être des micro-organismes qui vont accélérer la dégradation des matières organiques du sol et donc rendre l'azote mais aussi d'autres éléments plus rapidement, plus disponibles pour les cultures. On a des bactéries par exemple qui vont jouer sur la solubilisation du phosphore du sol. Et donc là encore, on a un gisement énorme de phosphore mais une très petite partie qui est biodisponible dans le sol et finalement ces bactéries, j'allais dire, vont accroître ce compartiment biodisponible. On peut penser à tout ce qui est inoculation avec des champignons mycorhiziens qui là sont en quelque sorte une prolongation des racines des cultures pour aller chercher, capter à la fois les nutriments mais aussi l'eau plus profondément dans le sol ou j'allais dire dans des... Aussi, c'est des réseaux de filaments plus fins que les racines des plantes qui peuvent aller dans des interstices plus fins. Et enfin, on a une troisième catégorie de biostimulants qui, eux, vont plutôt jouer sur l'efficience d'utilisation. C'est-à-dire que la plante a absorbé des nutriments. Pour autant, il faut qu'elle les convertisse en rendement, en protéines. Donc finalement, ça, c'est via la photosynthèse. Et ces produits-là, ces biostimulants-là vont stimuler la photosynthèse, l'activer ou alors par exemple dans des périodes de stress, permettre à la plante de redémarrer la photosynthèse plus rapidement après un stress. Ça, c'est des effets on va dire revendiqués, après qu'on n'arrive pas toujours encore à évaluer et à démontrer au champ. C'était ma question suivante. Est-ce que là, on parle de commerce ou est-ce qu'on parle d'un effet efficace? En tant qu'expérimentateur, vous avez constaté quoi concrètement sur ce type de produit? Alors, on a un très grand nombre de produits présents sur le marché. On a pu en tester qu'une dizaine parce que voilà, on ne peut pas tous les tester. Et sur une dizaine de produits, on en a quelques-uns, alors c'est 3-4 peut-être, où on voit des choses assez intéressantes, soit plutôt sur l'efficience d'utilisation de ces nutriments, soit sur la dégradation des matières organiques. Et puis ensuite, il y a beaucoup de produits où on ne connaît pas encore très bien le mode d'emploi. C'est-à-dire, il ne faut pas les condamner tout de suite, mais dès qu'on est sur des micro-organismes, mais en fait, ces micro-organismes, ils ont une plage de température optimale pour leur développement. Ces micro-organismes, il faut qu'ils colonisent soit la rhizosphère, donc les racines des plantes, soit qu'ils pénètrent à l'intérieur des feuilles pour ensuite se développer. Ces micro-organismes, ils sont en compétition avec des micro-organismes déjà présents dans le sol. Et souvent, c'est des équilibres assez fins. Ils peuvent être totalement dominés par les micro-organismes déjà présents, ou au contraire, prendre le dessus et devenir efficaces. Et ça, aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à dire, dans telles conditions, que ce soit climatique, que ce soit type de sol, là, je suis sûr que mon inoculation, puisque finalement, c'est ça qu'on fait, a réussi. Et que le micro-organisme va se développer et porter ses fruits. Et puis après, il y a d'autres types de biostimulants, ça peut être des extraits de plantes, d'algues, où là aussi, on n'est pas toujours encore très clair sur à quel stade l'apporter, dans quelles conditions climatiques. Si on l'apporte à un moment où la plante est, j'allais dire, en pleine forme, peut-être que finalement, ça ne va pas avoir d'effet. Et au contraire, sur une plante stressée ou en amont du stress pour la préparer au stress, là, on va peut-être avoir un effet, mais pour le moment, on a encore du mal à les positionner toujours de manière optimale. Cédric Baud, oui. Votre regard d'agronome chez un industriel Oui, alors en effet, Yara, on parlait d'azote, mais il est clair que ça a été dit aussi, une plante ne va pas consommer que de l'azote, elle va rechercher un équilibre de nutriments. Et en effet, c'est vrai que ce dossier biostimulant, Yara commence à travailler, la filière travaille beaucoup de toute façon autour de ce sujet-là avec une offre qui augmente très très fortement, qui rend aussi difficile le benchmark parce que le mode d'emploi n'est pas aussi simple que ce qu'on pouvait connaître auparavant. J'allais dire, avant on avait un problème, une solution, c'était réglé. Aujourd'hui, on voit bien que c'est multifactoriel.
Mais j'allais dire, il faut commencer par ordre, c'est-à-dire que le biostimulant, pour moi, n'est pas la clé d'entrée primaire d'une problématique. On doit d'abord avoir un environnement à améliorer si c'est possible. Ensuite, on va passer, on va dire, au fonctionnement de la plante, aux nutriments qu'on appelle majeurs, secondaires, oligo-éléments. Et à partir du moment où on a déjà essayé de limiter tous les facteurs limitants, si je puis dire, quand on a essayé de limiter ces contraintes-là, là, le biostimulant peut, on va dire, commencer à s'exprimer. Et c'est toute la complexité de l'expérimentation, car dès que l'on va avoir deux milieux différents, on peut avoir une expression différente. Un biostimulant qui va fonctionner dans tel cas ou tel contexte. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que ces solutions peuvent apporter, on va dire, des leviers d'action qui amélioreront soit l'environnement de la rhizosphère, soit le fonctionnement de la plante. Et en effet, on pense que demain, c'est une piste qui se développera en complément des autres leviers. J'allais dire, c'est vraiment, on est vraiment sur cette combinaison de solutions. On en parlait un petit peu avant. J'allais dire, si on n'a pas mis d'azote ou de phosphore ou de potasse du tout et que la plante en avait besoin, c'est pas une biostimulation qui va remplacer. Il faut déjà essayer de travailler cette fertilisation et ensuite on va aller chercher une optimisation globale. Parce que bien sûr, là on parlait biostimulation, tout à l'heure on parlait aussi d'inhibiteurs. Donc tout ça derrière apporte aussi une évolution du comportement du sol, du comportement aussi, parce qu'on rajoute un élément dans un milieu qui est nouveau, on l'a dit, que ce soit un micro-organisme ou une molécule inhibitrice, on va avoir un impact sur le milieu, et là aussi on a besoin de recherche. Là aussi ça peut avoir un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, si on travaille sur des produits organiques, sur d'autres éléments. Il y a le côté sanitaire aussi à surveiller, l'ANSES avait déjà aussi posé des questions sur ces milieux-là, on a besoin de recul. Il est clair qu'on aura des solutions qui arriveront sur cette biostimulation, mais on voit bien que le protocole sera plutôt complexe à mettre en œuvre, mais c'est une solution porteuse d'avenir malgré tout, même si aujourd'hui c'est vrai qu'on était habitué, des courbes de réponse à l'azote, on les connaissait, au phosphore, à la potasse. Là, sur les biostimulants, on est encore sur une autre façon de voir et de fonctionner, avec cette image-là. Alors, je vous écoute depuis tout à l'heure, on parle de complémentarité, d'échange, etc. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de vivre une révolution de la fertilisation des plantes, où on avait un besoin en NPK, le traditionnel, on apportait tant de chaque et c'était réglé. Et là, à vous entendre, entre la part organique, la vie du sol, les apports éventuels microbactériens, etc., on s'en va vers des solutions multiples et du coup aussi peut-être plus spécifiques et plus précises pour chacun, pour revenir, comme on disait, à une modulation, mais une modulation multifactorielle cette fois. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à cette question. Oui, Hélène Lagrange ? On peut regarder par exemple sur le bio, ce qui est recommandé dans le cahier des charges bio, c'est déjà faire ce qu'on peut au niveau de l'assolement, des successions des cultures, des utilisations des couverts intermédiaires pour apporter d'abord l'azote ou les autres nutriments sans intrants. Et ensuite, en dernier recours, si on a besoin, on utilise les intrants. Alors, en conventionnel, en bio, il y a des intrants communs, il y a des intrants qu'on ne peut pas utiliser en bio. Mais finalement, le raisonnement, il pourrait être un peu le même. C'est d'abord, on fait ce qu'on peut pour maximiser les ressources sans avoir besoin d'intrants. Et ensuite, on va chercher les intrants avec les sources disponibles et la difficulté de prendre en compte des intrants qui permettent de répondre aux besoins des cultures, mais aussi qui n'émettent pas trop de gaz à effet de serre, et de les apporter au bon moment quand les cultures ont des besoins. Je reste vers vous puisque vous avez parlé de rotation. Est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui dans les systèmes de culture, est-ce qu'il y a des pistes qui sont explorées pour améliorer positivement ce poste de fertilisation? Alors on pense naturellement aux légumineuses et à leur capacité à fixer de l'azote. Est-ce qu'il y a d'autres voies qui sont explorées, peut-être d'autres espèces qui n'étaient pas cultivées jusqu'à maintenant?
Des nouvelles espèces, je ne sais pas, mais c'est peut-être des réflexions sur les assolements. Vous avez presque donné la réponse dans la question, sur intégrer dans les assolements des cultures qui ont des faibles besoins en azote ou qui peuvent fournir de l'azote pour les cultures suivantes. Mais à tout ça, il faut quand même ajouter la réflexion autour de est-ce que les débouchés sont disponibles quand j'intègre une nouvelle culture? Est-ce que mon contexte pédoclimatique le permet? C'est des réflexions globales à avoir en tête, même si c'est des leviers qu'on sait qu'ils ont une efficacité, il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant de pouvoir les mettre en place. Très bien, merci. Alors je vous invite bien sûr à aller voir les différents essais que j'ai croisés sur le site autour du pois et de la fève sur ces questions-là. J'ai vu de la luzerne aussi, bref, on a vu beaucoup de choses qui peuvent influencer positivement, notamment la partie azote. Écoutez, merci à tous les trois, merci au public.